donc dans le point culturel de Lisa, le dernier point culturel de l'année. Alors j'ai pris mes petites notes. Ah oui, parce que, vous savez, les vieux, c'est plus ce que c'était. Alors on va parler d'un film, de deux séries, de trois documentaires. Trois documentaires. Oui, bah, toutes les mains, ça marche pas tout. Trois documentaires, et je vais faire un petit rappel de deux documentaires en entrée. Donc, je vais d'abord parler des deux documentaires de l'entrée, je vais vous parler du film, des trois documentaires que je vous recommande, et des deux séries à la fin. Donc, installez-vous, prenez un chocolat chaud, un thé, un café, ce que vous voulez, on s'en fout. Ça risque de durer un certain temps. Voilà. Donc on commence par les deux rappels documentaires. Le premier, ça s'appelle Cowboy, non, les premiers Cowboys. C'est sur Arte, hein. Alors Arte Télé ou Arte sur YouTube. Ça parle, en fait, ça repositionne certains Afro-Américains qui ont participé à la conquête de l'Ouest. Chose qui visiblement pose un problème à certains Américains qui ne concevaient pas que ça puisse être le cas. Alors, concevez pas dans le sens pas oh non, je veux pas que ça soit ça. Non, non, ils n'avaient même pas idée, que ça leur était même pas monté au cerveau, que sachant qu'il y avait déjà des natives et des esclaves qui étaient venus d'Afrique et donc qui vivaient, qui avaient été affranchis pour certains dans certains endroits, que ces gens-là puissent se mêler à la population donc native, puissent avoir des alliances amoureuses ou pas. Se marier avec à droite, à bras, et partir vers l'ouest, et donc devenir des cow-boys. Alors je sais bien que le fait est que les cow-boys dans les films que l'on connaît sont tous blancs, etc. Mais voilà, le fait est qu'il y avait des cow-boys noirs, des cow-boys afro-américains, des cow-boys métis, puisqu'ils étaient certains issus d'un ex-esclave et d'une native. Certains étaient Voilà, donc ce documentaire est très bien fait. En plus, il y a des témoignages qui sont faits de descendants de ces personnes-là. Il y en a même un qui parle de ses grands-pères qui a sorti un des premiers livres au 19e, etc., qui expliquait sa démarche, son fait qu'il était parti à l'ouest, qu'il avait fait une conquête de l'ouest, voilà. Donc vraiment, franchement, allez-y, si vous aimez cette perspective-là, moi je trouve que c'est pas mal, et ça permet de montrer aussi que ils butent sur des trucs, les Américains, alors qu'ils ont une base, un socle qui pourrait leur permettre de... Ah bah oui, ils ont un peu de mal hein, quand même, voilà. Et deuxième reportage que je reprécise, ça s'appelle Les naufragés des Andes. Donc c'est toujours sur Arte, hein. Moi je suis en mode Arte en ce moment. De toute façon je suis en mode Arte assez régulièrement. Alors c'est l'équipe uruguayenne de rugby qui en octobre 72 s'est craché dans les Andes à 4000 mètres d'altitude. Alors c'était les Andes côté Chili, mais ça ils ne le savaient pas les pauvres. Et qui ont vu mourir beaucoup de monde autour. Ils ont dû vivre dans le froid, la peur, le fait que les secours ne venaient pas. Et ils ont dû se débrouiller, de se dire on va essayer de survivre le plus longtemps possible, de peut-être partir pour aller chercher des secours. Ils ont vécu une deuxième avalanche qui s'est retrouvée, paf, heureux. Alors ceux qui avaient survécu, il y en a certains qui sont morts derrière alors qu'ils avaient déjà survécu autant que ce qu'ils avaient pu. Alors oui, il y a effectivement ce côté assez sordide aussi, et ce tabou qui est un tabou humain, qui fait que ils ont dû manger, prélever de la viande sur des gens qui étaient morts. Alors le fait est qu'ils n'ont pas mangé les gens qu'ils connaissaient. Alors c'est pas manger dans le sens... Voilà, c'est quand même du cannibalisme, mais c'est un instinct de survie, on est bien d'accord. Moi je connaissais cette histoire parce que quand j'avais... seconde et première, j'avais un professeur d'espagnol qui nous avait fait rencontrer un des survivants qui était venu faire une conférence et qui nous avait expliqué ce qui s'était passé, qui nous avait monté quelques photos parce qu'ils ont récupéré à un moment donné, quand ils sont allés dans la queue de l'avion, ils ont récupéré un appareil photo argentique, et un d'entre eux a pris des photos. Ça faisait déjà quelques semaines qu'ils étaient là, donc ils étaient déjà dans un état... voilà, sachant qu'il y en a certains qui ont accepté ce deal et d'autres qui ont refusé de manger et donc qui sont morts, on va dire, de faim. Voilà. Donc c'est assez particulier, et ce documentaire est bien fait parce qu'il y a un documentaire, évidemment ils n'avaient pas des caméras sur place, hein, on est bien d'accord. Ils ont fait une reconstitution, mais les acteurs, le grain
du documentaire, ils ont mis un grain qui faisait très années 70, et ils ont casté des gens qui ressemblaient pas mal à l'équipe elle-même. Voilà, donc il y a des survivants, bien sûr, il y a eu des survivants. On explique comment ils sont arrivés à récupérer, à se retrouver dans une haute vallée des Andes chiliennes. La conférence de presse qui a été filmée, donc tout le monde a vu, où un d'entre eux a expliqué ce qui s'est passé. Ils n'ont jamais caché ce qu'ils avaient fait. Là, on les voit revenir avec leurs enfants et des enfants d'autres, de familles d'autres qui ne sont pas vécus. Et en fait, ils vivent deux fois plus. En fait, ils vivent pour eux et pour une des personnes qu'ils ont laissées derrière. C'est un reportage magnifique. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. J'avais vu un film aussi, je crois que c'était avec Ethan Hawke, qui relatait ça. Alors, c'était hollywoodisé, on va dire, mais c'était quand même très proche de la réalité, puisque en fait, il y a rien qui a été édulcoré dans le film. Voilà. Donc ça, c'est les deux documentaires que je voulais vous pointer. Donc on va faire le film. Alors le film, je l'ai vu où? Ah, sur Netflix. Le film s'appelle À l'Ouest, rien de nouveau. En anglais, c'est All Quiet on the Western Front, ou un truc comme ça. Donc, évidemment, c'est adapté du roman de Éric Maria Remarque, qui a parlé de ça, sublime roman de cet auteur allemand, qui relate les conditions de vie dans une tranchée, enfin dans des tranchées allemandes à partir de 1917, puisqu'on voit les tranchées et cette guerre à travers les yeux de Paul et de ses camarades qui partent un peu la fleur au fusil, on va dire. Alors pas vraiment fleur au fusil, style ils vont pas gagner, ça fait 3 ans qu'ils s'en prennent plein la gueule, comme les autres d'ailleurs, mais il y a ce côté... il y a ce côté idéal aussi, et puis il y a ce côté galvanisant. Alors nous on dirait franchouillard pour les Français, machin, mais c'est pareil. Voilà, de l'autre côté du Rhin, c'était exactement la même chose. Il y avait cet engouement pour le pays, défendre l'Empire, défendre... Voilà. Et en fait, on voit arriver Paul et ses camarades qui sont des garçons basiques, voilà, comme n'importe quel autre jeune homme de cet âge-là, qui va arriver et qui va se retrouver dans cette espèce de... Voilà, de vacarme assourdissant, alors assourdissant dans tous les sens du terme, parce qu'il y en a même qui deviennent sourds et qui ont les tympans qui éclatent, mais ils vont se retrouver assez rapidement confrontés à l'horreur de la guerre. Et rien n'est édulcoré dans ce film non plus. Ni la mort, ni la pisse, ni le sang, ni les tripes, ni la peur, ni le côté fou, ni de voir des gens devenir fous dès la premier pied dans les tranchées, première bombe qui tombe pas loin, des jeunes hommes qui étaient de bonne santé qui deviennent complètement fous, certains qui devancent l'appel à mourir parce qu'il y a tellement de bruit depuis le bombardement qu'ils préfèrent se jeter sur le No Man's Land et se prendre une balle plutôt que de continuer à subir ça. Et donc il y a tout... oui, il y a le général. Ah bah lui, vous savez, en ce moment... Axou Axou... Axou, en ce moment, il fait leur star. Voilà. Tu viens faire la star? Bref. Donc c'est un film... Alors attention, c'est un film qui dure 2h28. Oui, 2h28. Mais c'est un film que vous... Enfin, si vous aimez les films de guerre, machin, alors attention, si vous aimez pas ça, n'y allez pas. C'est un film où on ne voit pas passer les 2h28. C'est hyper bien filmé, c'est bien monté. Les lumières sont beaux, la luminosité, la scénographie, puis tout ce qui est autour, les tranchées. Alors c'est vu du côté allemand, donc forcément c'est sans complaisance, ni du côté allemand, ni complaisance pour les autres. Alors, donc les autres ne sont pas des gentils garçons et les Allemands des méchants. Voilà, il y a vraiment le côté... Voilà, séparé. Il y a une scène qui est absolument hallucinante, qui est la scène des premières arrivées des tanks chenillés, en tous les cas montés sur roues, chenillés, machin, qui écrasent tout
Et derrière, la deuxième vague de lance-flammes, et cette fois-ci, c'est les tranchées françaises qui viennent éclater les tranchées allemandes. Donc, il ne vous loupe rien. Ni les corps qui prennent feu parce que celui qui a le lance-flamme, bah, il tue sans commune mesure. Et ça dénonce bien sûr l'absurdité de la guerre, l'absurdité des puissants, l'absurdité de la classe politique, le fait qu'on ait envoyé à la mort des millions de personnes et des millions de jeunes gens uniquement parce que ceux d'en haut n'avaient pas de dire bon ben non, on va régler ça sur le terrain tranquillo, hein, on va s'asseoir autour d'une table, on va un peu discuter. Alors on suit aussi parallèlement les maréchaux français. Putain, ceux-là. L'émissaire allemand, d'ailleurs, qui est joué par l'excellent Daniel Brühl, et aussi les généraux et les chefs de guerre allemands qui sont là pour essayer de poser les bases d'un traité de paix, que les Français ne veulent que les Allemands n'emploient qu'un seul mot, c'est un armistice, qu'ils refusent que les Français ne prononcent pas ce mot, et tant qu'ils l'ont pas prononcé, eh bien, tant qu'ils disent pas la phrase on demande un armistice, ils veulent rien entendre, ils sont bouchés à l'émery, ceux-là. Voilà, donc non mais franchement, voilà, vous vous dites à un moment donné qu'ils préfèrent sacrifier des milliers de personnes, parce que là, tous les jours, c'était des milliers de jeunes hommes qui mouraient. Et l'émissaire alors on leur dit mais si on arrête maintenant là on va arrêter le massacre, il faut arrêter ça. Et non tant que vous n'avez pas prononcé le no, nous on n'arrête rien du tout. Bah, tu te calmes déjà, c'est sûr que tu n'es pas sur le front chaton, donc voilà. Mais c'est un très beau film. Moi je trouve que le cinéma allemand met toujours le doigt où ça fait mal et ils n'ont pas peur. Voilà. Alors en voyant ce film là vous pouvez voir le pendant plus ou moins du côté absurdité des tranchées de la guerre et des ordres et des contre-ordres et des trucs complètement cons, qui est le 1917 de Sam Mendes. Voilà, si vous arrivez à vous taper 5 heures de projection, vous prenez les deux et vous regardez les deux. Voilà, alors attention, c'est un comme l'autre sont très difficiles à regarder pour certaines scènes. Celui de Sam Mendes a quand même des moments de beauté juste après ou avant ou après l'horreur. Voilà. Celui-là, c'est 2h28 où vous avez très peu de respiration. Voilà. Il y a des respirations, mais vous savez qu'à un moment donné, ça va exploser en vol. Donc prenez votre souffle, hein, allez-y, voilà. Donc franchement, à l'ouest, rien de nouveau, vous pouvez y aller, c'est un très beau film, c'est bien fait, et moi je vous dis, le cinéma allemand a cela d'intelligent, c'est qu'il n'édulcore rien, y compris les propres erreurs qu'ils ont pu faire, voilà. Donc ça c'est le film. Donc c'est pas le seul film que j'ai vu, mais comme j'ai vu une grosse daube sur Prime qui concerne l'Olympique de Marseille, je préfère passer parce que ça m'a foutu les glandes. Sérieux, je vous assure, j'ai failli crever. Donc on passe aux trois documentaires. Donc que je vous recommande. Alors il y en a un, c'est sur la peinture, l'autre sur la littérature, l'autre sur l'histoire. Comme ça, chacun fait ce qu'il veut, on va commencer par l'histoire. Ça s'appelle L'amour au temps des nazis. Oui, je sais. Voilà. Alors, c'est la chronique d'une famille ordinaire. En fait, c'est la chronique de Helmut et Erna qui se rencontrent au début des années 30, qui tombent fous amoureux, qui décident de se fréquenter, de se fiancer, de se marier, tout ce que tu veux. Parallèlement, bien sûr, il y a la montée des extrêmes de fascisme et l'arrivée de Hitler au pouvoir, et bien sûr des lois qui vont s'appliquer petit à petit sur l'arianisation, sur les descendants, et à un moment donné, on vous demande votre certificat, en gros, d'arianité. Et qu'il faut limite produire depuis le Moyen-Âge, hein, on n'était pas loin. Et en fait, elle va s'apercevoir, cette jeune femme, alors qu'elle n'était absolument pas du tout au courant, parce que de toute façon elle était allemande, hein, on est bien d'accord sur le principe, qu'elle a du sang juif dans les veines. Et va se poser le problème pour Helmut, comme beaucoup de couples à ce moment-là, parce qu'ils ont eu des enfants, de comment on peut gérer ça.
C'est-à-dire que sachant que lui avait épousé quelqu'un qui était censé être non arienne 100%, bah, il y avait ce problème de ces couples mixtes. Voilà. Et donc ils vont se protéger l'un l'autre un peu comme ils peuvent. Sachant que lui va mourir à un moment donné, voilà, il arrive quelque chose, on le sait puisque dès le début du reportage, et en fait c'est leur fils Hans qui témoigne. Et alors c'est un témoignage magnifique, très émouvant d'un garçon qui raconte l'histoire d'amour de ses parents, qui n'a pas très bien compris ce qui se passait parce qu'il était tout jeune, qu'il n'a pas compris au début que son papa faisait tout pour sauver sa maman et que elle était prête à se sacrifier pour pas qu'il ait d'ennui lui. Voilà, donc c'est vraiment l'histoire ordinaire d'une famille, d'un couple qui s'est trouvé, qui est tombé amoureux, qui s'est retrouvé embarqué dans une histoire d'amour, mais collé à la grande histoire et à une période assez sombre, voire noire. Voilà. Donc c'est vraiment un très bon reportage, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'archives de famille, il y a beaucoup d'archives de famille, des photos, des petits films, etc. Enfin moi je trouve que c'est magnifique à regarder. Et puis ça vous montre la connerie hein, aussi de beaucoup de gens. Ah bon, ça on le sait. Bon, on est bien d'accord. Voilà. Donc ça s'appelle L'amour au temps des nazis. Je trouve que c'est un très joli couple en plus. Vraiment, c'est instantané leur truc, donc c'est très joli. Puis leur fils est très émouvant, vieux monsieur en plus. Hein, c'est trop mignon. Oui, oh, bah ça va. Hein. Bon. Ensuite, littérature. Alors j'ai sauté sur ce reportage comme la peste sur le monde en gros. Hein. Parce que il parle des trois auteurs britanniques de, on va dire, science-fiction au sens très très large, que j'aime absolument, d'amour. Voilà. Le troisième étant H.G. Wells. Les deux premiers, c'est Aldous Huxley et George Orwell. Et là, il y a un reportage qui s'appelle George Orwell. Aldous Huxley, 1984 ou Le meilleur des mondes. Sachant que Le meilleur des mondes, en fait, dans ce qu'il a décrit, c'était de contrôler les gens par le plaisir, par la société de consommation, par l'eugénisme, machin, et que Orwell, lui, de son côté, contrôlait le peuple par un régime fasciste dictatorial avec un contrôle absolu, et que dans ce documentaire, est mis en parallèle notre société actuelle avec tous ces contrôles, ces trucs de beauté, qu'il faut être lisse, parfait, il faut tous être sur les moutons, il faut être tous parfaits, il faut être tous pareils, il faut pas penser comme, il faut passer comme celui d'à côté, puis si vous pensez pas comme celui d'à côté, ouh, sur le bûcher. Alors moi je serai sur le bûcher en première ligne, hein. Moi j'ai pris déjà le ticket, hein, je vous le dis tout de suite. Et il parle de ces deux visionnaire, en fait, puisque ça a été écrit il y a plus de 70 ans, sachant que Huxley a été le professeur de George Orwell à l'université, ce qui est quand même assez hallucinant. Un était un mondain très riche, enfin riche d'une aristocratie qui était Huxley, et l'autre on va dire du prolétariat, etc., Orwell, mais ils avaient une vision avant-gardiste de ce qui se passait. Moi, je trouve que le reportage est sublimissime. Il y a des interventions, il y a le biographe de Huxley qui est vraiment très très bon. Il y a le fils adoptif d'Orwell qui parle de la façon dont son père travaillait. Il y a des écrivains, des philosophes, etc. Il y a notamment Boualem Sansal qui a écrit ce merveilleux 2084. Enfin, c'est très très bon. Il n'est pas merveilleux, mais il est très très bon 2084 et qui parle justement de ce mécanisme-là. Donc si vous aimez Orwell ou Huxley, ou si vous n'avez lu aucun des deux, ou si 1984 vous êtes passé complètement à côté du truc en disant mais c'est quoi cette merde, parce qu'il y en a plein, allez voir le documentaire si vous n'avez pas lu Le meilleur des mondes non plus, parce que ça peut vous donner alors peut-être l'envie de les lire, peut-être l'envie de les relire, ou peut-être que vous verrez le livre différemment, notamment 1984, puisque Huxley
c'est pas le plus lu, mais 1984 qui quand même encore a des programmes et où il y a des gens qui le redécouvrent, enfin qui disent ah tiens je vais le lire, souvent je les vois passer à côté, peut-être parce que c'est trop proche. Voilà, peut-être parce que nous, on est déjà pratiquement toujours sous contrôle, hein, entre votre carte bleue, votre téléphone portable, votre connexion Internet, etc., etc., etc. Peut-être que c'est trop proche et que nous, on voit plus, enfin, en tous les cas, la génération de maintenant ne voit pas le mécanisme. Alors que moi, quand je l'ai lu, 1984, j'étais en pleine guerre froide, et donc j'ai vu le mécanisme. Bah, il n'y avait pas internet déjà, mais j'ai vu le mécanisme. Donc peut-être que c'est une question de décalage de société, mais ça s'appelle une dystopie devenue réalité, je crois, le documentaire. Alors attention, mes documentaires, c'est tous des 1 heure, hein, 50 minutes à 1 heure. Du coup, vous pouvez faire autre chose. Par exemple, vous pouvez tricoter, cuisiner en même temps que vous écoutez. Alors bien sûr, il y a des images, hein, c'est un documentaire. Enfin, le propos, généralement, c'est plutôt auditif chez Arte. Mais bon, allez voir. Et évidemment, comment ne pas finir les documentaires de Arte en soulignant la remise sur la plateforme du merveilleux reportage qui avait été consacré à Pierre Soulages, donc qui s'appelle Le Maître de l'Outre Noir. Pierre Soulages qui nous a quittés. Non mais moi c'est à la fin de l'année, ça n'a pas été bien pour moi, j'ai perdu mes repères là, la reine et Pierre Soulages, on va se calmer déjà, hein. Voilà, donc Pierre Soulages c'est un maître, voilà, c'est un maître de la peinture française. C'est quelqu'un qui est respecté dans le monde, qui était et qui est respecté dans le monde entier, qui a inspiré beaucoup de monde, qui n'a jamais eu de cesse que de innover dans son art, qui vient d'un milieu modeste, mais qui a su voir autre chose. C'est ce qu'on appelle les visionnaires. Enfin, en gros, c'est un peu la chance qu'ont les génies des arts, c'est-à-dire de devancer et de voir plus loin que le bout de leur nez ou leur précaré. Moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours fascinée, parce que la première fois que j'ai vu un tableau, j'avais 10 ans. J'ai vu ça dans un livre d'art qui traînait chez nous. J'ai demandé ce que c'était. On m'a dit, bah, c'est Pierre Soulages. On m'a dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois de la lumière. Donc, mon oncle, qui était là, qui aimait beaucoup Soulages et qui aimait beaucoup la peinture, a commencé à me montrer des trucs. Et il m'a dit, et là, tu vois, toujours la lumière. Donc, il m'a montré des brous de noix aussi. Moi, j'ai trouvé ça fascinant, la couleur des brous de noix. Et donc, après, il y a eu une exposition un jour et il m'a amené. Et j'ai été fascinée par un tableau. Et puis, 1 an ou 2 ans après, il y a eu une exposition à Marseille. Et j'attendais mon petit copain de l'époque qui était dans un autre établissement. Et il était en retenue. Donc, j'avais 1 heure et demie à tuer. Il y avait un musée pas loin et il y avait une expo. Donc je suis rentrée, je suis allée voir à l'époque le musée, je crois qu'il était gratuit pour les étudiants, les lycéens et tout. Donc je suis rentrée et j'avais vu son nom, donc je suis rentrée, j'ai pensé qu'il y avait 2 tableaux, il y en avait quand même quelques-uns, et il y avait surtout un énorme tableau, énorme, avec un banc à 2-3 mètres du truc. Je suis restée 2 heures devant le tableau à détailler chaque petit reflet. Et comme en plus il était positionné de telle façon qu'il avait la lumière de l'extérieur qui rentrait, et donc selon l'heure, l'avancée de l'heure, le tableau s'illuminait différemment. Et j'étais mais fascinée. Pour moi, Soulage, c'est un des maîtres absolus de ce genre de truc. Moi, voilà, vous avez rien à foutre, que vous voulez vous cotiser, achetez-moi un Soulage. Non, mais je plaisante. Des fois, je disais, non, mais m'achetez pas des merdes dans la famille. Je leur disais, m'achetez pas des merdes, cotisez-vous pour m'acheter un Soulage plutôt. Voilà, parce que c'est, voilà. Alors, j'ai une reproduction que j'ai achetée dans 2 expos. Vous savez, les facsimilés, comme celui-là, voilà, comme ce genre de truc, voilà, que j'ai mis sous cadre, qui n'est toujours pas accroché, mais que j'ai mis sous cadre parce que je ne veux pas le casser. Mais c'est des choses que j'aime avoir à vue, vous voyez, voilà. Mais si ça vous intéresse, si vous n'aviez jamais entendu le nom de Pierre Soulages avant qu'il ne décède, et puis quelle histoire d'amour avec Colette, voilà, je vous assure, hein, plus de 80 ans d'amour, à ce niveau-là, on explose sous les compteurs, parce que c'était son pilier, un grand bonhomme avec une petite bonne femme qui était sa muse, sa compagne, son inspiratrice, son bras,
ce que vous voulez, et voir ce grand jeune homme, âgé, mais ce grand jeune homme, parler de cette petite qu'elle l'a impressionné dès le premier jour où elle l'a envoyé limite chier. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui avait cette humilité, et c'est ce que j'ai aimé chez cet homme. C'est malgré le fait qu'il était l'un des plus grands peintres contemporains du monde, un des plus célébrés, il avait une humilité sur lui, sur son travail, sur ce qu'il pouvait produire et donner, qui ferait bien que les stars de la télé-réalité et autres qui veulent être célèbres avant de produire quelque chose s'inspirent de ce genre de personnes. À bon entendeur. Voilà. Et donc on finit par les séries. Séries. Alors, on va finir par la série où le petit cœur de Lisa, il était tout content. Elle est en mode débile, hein, Lisa. Alors là, elle est en mode, je vais me retaper les 3 saisons. Non mais je dis si. Surtout que je suis pas à la radio le 31 décembre. Donc, d'habitude, je mets des films. Là, je pense que je vais me taper une série. Mais je vais faire des films. Je pense que j'ai les cheveux qui se cassent la gueule. Bougez pas, je reviens. Non, je plaisante. Je rattache ma queue de cheval, enfin mon chouchou, parce qu'il se casse la tronche. Alors, une des séries que j'aime bien, que j'ai bien aimée, qui est une saison 1, qui s'appelle The Bear. Alors, je suis allée la regarder, je sais plus sur quoi, je sais plus. Disney+. Je suis allée la voir uniquement, je vous le dis, hein, pour Jeremy Allen White, parce que c'est un acteur qui est issu de Shameless version US. Et c'est quelqu'un que j'aime bien. Il a toujours ce rôle de loser magnifique, bah, c'est pile poil là-dedans. Alors c'est un jeune chef. Il joue le rôle d'un jeune chef très talentueux qui vient d'avoir tous les égards de la presse et des professionnels de la gastronomie mondiale. On comprend qu'il a dirigé 2 des plus gros établissements mondiaux, et visiblement, sans le nommer, on comprend qu'il a bossé au Danemark. Voilà, dans un des plus grands restaurants, et qui a été un jour le restaurant le mieux coté du monde. Et il débarque à Chicago parce que son frère s'est suicidé et lui a légué une espèce de snack familial, style... ouais, en fait c'est du steak maison, quoi, mais vous savez, c'est troqué qu'on trouve aux États-Unis à tous les coins de rue. Voilà, et donc il vient là pour, en gros, essayer de faire son deuil de son frère, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et je peux pas vous expliquer, mais il y a un truc. Et aussi pour remonter ce truc-là au début. Et il a eu énormément de pression aussi en tant que jeune chef, reconnu, célébré avec des prix. Et donc il se dit, bon, ça va me faire une soupette de sécurité. Simplement, il tombe dans un bouge, hein, pour être en gros. Lui, avec sa manière d'être un chef, avec des employés qui ronronnent depuis des années et qui, en fait, n'ont rien à carrer. Le bouge, c'est vraiment un bouge. Et donc, il essaye de remonter ce truc-là en faisant des innovations qui ne sont pas forcément suivies. Alors, c'est vraiment des bras cassés, mais c'est des bras cassés où on sent qu'il y a quand même quelque chose qu'il ne faudrait pas beaucoup pour que les bras cassés se mettent à bosser correctement. Voilà. Alors, il y a plein d'histoires. C'est filmé limite à l'épaule. C'est cru. Pas que la viande. C'est cru, c'est vulgaire, ça crie, ça hurle, ça se dispute. Voilà. Mais c'est touchant parce qu'il y a des moments où vraiment il y a des petites choses qui vous poignardent le cœur. Bon, la fin de la saison 1 est un peu convenue, c'est un peu trop facile. Mais comme ils ont annoncé une saison 2, je pense que c'était la seule fin qu'ils pouvaient faire pour faire une saison 2. Sinon, à ce niveau-là, s'ils avaient voulu clôturer la saison 1, je pense qu'ils l'auraient terminé différemment. Mais sachant qu'il y a une deuxième. Voilà. Donc The Bear, c'est vraiment très sympathique. En plus, il y a un plan séquence à un moment donné dans un des épisodes où véritablement vous avez 20 minutes de plan séquence, quoi. Le truc qui a dû être très chiant parce que vu la petitesse du snack, ça a dû être très, très chiant. En plus, dans un quartier de Chicago qui est en décrépitude complète, il y a les dealers au coin du truc et tout. Bon, bref, il y a plein de choses qui arrivent. Et lui, il se prend vague par vague de merde, quoi. En plus, il est une jeune sous-chef
qui a des idées très révolutionnaires, mais qui est très naïve, et donc du coup elle fait du mieux qu'elle peut, mais des fois elle fait des grosses boulettes et tout, et puis il essaye de rattraper un peu comme il peut. Voilà, tout ça pas aidé avec le staff qui des fois est un peu lourd. Voilà. Donc franchement, allez-y, The Bear, c'est pas mal. Et donc, dernière série. Alors, je pense qu'elle va arriver dans le top 2. Bah, y a elle et l'autre. Et là, pour l'instant, c'est en pourparler avec moi-même. Je ne sais pas à laquelle des deux je vais mettre en premier. Voilà. C'est la saison 3 de Deadwind. Voilà. Alors, Deadwind, c'est sur Netflix. C'est une série finlandaise donc, qui se passe donc en Finlande. Bravo, Lisa. Bien, bien. Voilà, voilà, ça c'est bien. Petit Papa Noël, petit cerveau. Pas lent, s'il vous plaît, avec une belle unité centrale. Voilà, c'est bien. Euh, il est là, le Papa Noël. Papa Noël. Hmm, Papa Noël. Ouh, quel est mignon. Donc, bref, on est 18 mois après la saison 2. Donc, je rappelle que, alors là, par contre, je vous le dis tout de suite, c'est une série, il faut voir les autres saisons. Parce que, alors, autant les enquêtes policières, etc., perso, vous pouvez regarder comme ça en one shot, autant ce qui se passe entre les différents protagonistes, vous allez rien comprendre si vous n'y allez pas au premier. Là, on retrouve donc le duo d'enquêteurs 18 mois après. Alors elle, Sofia Carpi, ça fait 18 mois qu'elle est sur une île avec son fils. Elle est mise à pied par la police. Il s'est passé quelque chose à la fin de saison 2, vous comprendrez. Et son partenaire habituel, donc Sakari Nourmi, lui, qui est toujours aussi sexy, il est de plus en plus sexy l'acteur qui joue ce garçon, enfin qui joue ce personnage. Déjà la première saison, voilà, mais alors la troisième saison, dès qu'il apparaît, moi j'ai commencé à auto-ventiler. Pourtant là, ses premières images, elle n'est pas top, hein. C'est un peu glauque, c'est pas grave, on s'en fout. Et donc en fait, lui a continué à être flic, et donc il est appelé sur une scène où on trouve une femme dans une cage, genre cage à hamster, quoi, mais en plus gros, avec des symboles sur le dos post-mortem, enfin en tous les cas des traces post-mortem. Elle a été visiblement étranglée, enfin bon bref, dans des conditions assez glauques. Et il est chargé de l'enquête. Et parallèlement, la police trouve que ça fait quand même 18 mois que l'autre, elle est sur son île, le machin. Là. Donc il faudrait quand même lui signifier sa reprise. Donc comme ils étaient quand même très complices et très en duo d'inspecteurs, ils travaillaient tous les deux ensemble et ils envoient l'autre au front. Simplement, comme il y a un petit contentieux entre les deux, suite à la dernier épisode de la saison 2, enfin carrément la dernière image de la saison 2, on comprend bien qu'il n'est pas le bienvenu. Voilà. Donc quand il arrive, elle le bat froid, lui il n'est pas trop content non plus de se prendre le mur, mais elle va revenir sur l'enquête, parce que c'est quand même une enquête assez... voilà, il y a toujours des enquêtes hyper bien ficelées, très glauques, très, très emmêlées, etc. Et donc on va suivre en parallèle ça. Mais comme je vous dis, il y a toujours le pendant personnel de chaque personnage. Donc elle se débat avec sa belle-fille, enfin sa fille adoptive, puisque c'est la fille du premier lit de son mari, qui vient de sortir de tôle pour une raison que vous avez compris, enfin vous comprendrez à la fin de la saison 2, qui la bat pas froid, mais qui a pas trop envie des masses de se remêler. Son fils ne veut plus partir de chez son grand-père, et lui aussi, il en a marre de sa mère. De l'autre côté, il y a la pression des supérieurs. Et il y a aussi le fait que va revenir sur le tapis, le fait qu'en saison 1, on sait qu'elle est veuve depuis très peu de temps. Quand la série commence, elle est veuve depuis 2 mois. Son mari a été fauché par une voiture en Allemagne. Et là, revient dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé à Hambourg quand son mari est mort. Voilà. Et va se mêler l'enquête et cette histoire-là, plus la relation entre les deux, Carpi et Nourmi, qui petit à petit se reproche des trucs, et elle va s'apercevoir qu'en fait il a beaucoup plus morflé lui pendant son absence à elle que elle aurait pensé que. Voilà, il y a toujours ce jeu de chat à la souris tous les deux, qui est vraiment fantastique. En plus, vraiment ils ont assorti les deux acteurs vraiment formidablement bien, parce que tous les deux ils ont ce côté
toujours sur le bord du rasoir. Voilà, ils sont toujours sur le fil du rasoir, sur le bord du précipice. Même quand vous vous dites ouf, ah bon, là maintenant il y a un truc de pause, pouf, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est bien filmé, c'est glauque. C'est bien fouillé, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de complaisance avec les personnages. S'ils doivent se prendre la tronche contre le mur, ils se prennent la tronche contre le mur. Ils ne cachent pas les problèmes d'alcoolisme, ils ne cachent pas les problèmes de couple, parce que je rappelle qu'en Finlande, d'ailleurs c'est dit, le premier ennemi d'une femme, c'est son mari, vu le taux. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Mais franchement, Deadwind, la saison 3, la saison 1 était superbe, la saison 2 était sublimissime, la saison 3, elle est montée d'un cran. Voilà. Alors, il se dit qu'il y en a une 4. Faut pas qu'ils attendent 2 ans, parce que là, Lisa, elle est en mode couinage. Ah, mais je leur écris, moi, s'ils veulent, hein, la saison 3, 4. Moi, je sais ce que je veux. Hein. Moi, je sais ce que je veux, la saison 4. Hein. Oui, bah, il faudra des trucs glauques aussi, hein, sinon c'est pas drôle, Deadwind. Voilà. Donc, ça, c'était les 2 séries, donc The Bear et Deadwind, saison 3. Les 3 reportages donc sur Pierre Soulages, sur Huxley et Orwell et sur l'amour au temps des nazis, donc de Erna et Helmut. Et donc le film, donc à l'ouest, rien de nouveau. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, il fait 2h28, prenez un plaid. Voilà, prenez le plaid et tout. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu certains de ces reportages, certains de ces séries, si vous aimez Deadwind, si vous aimez pas, si vous avez vu À l'Ouest Nouveau et qu'au bout de 10 minutes vous avez crevé parce que vous êtes dit elle est folle, Lisa, elle m'envoie sur un truc de 2h28, c'est du malboule. Voilà. Si les Cowboys Black vous ont intéressé, si ça vous a plu, si ça vous a révolté, si vous auriez fait comme ces rugbyman chilien, uruguayen sur les Andes au Chili, exactement. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. On se donne rendez-vous, le prochain, ça sera sûrement un Vlogmas. Et puis, écoutez, hein, voilà. Prochain programme culturel en janvier, on reprendra certains trucs, mais je ferai sûrement une vidéo de reprise comme je fais pour souhaiter mes vœux et pour vous dire à peu près ce que je vais faire, sachant que j'ai réfléchi pour voir comment je pouvais réorganiser certaines choses ou apporter des trucs, voilà. Donc voilà, il y a des choses qui ont plus ou moins bien marché. Par exemple, les 3 x 3 égale 1 qui avaient l'air d'être très attrayants et tout le monde avait aimé, c'est ceux qui sont les moins vus et qui ont le moins d'attrait. Donc on va voir si je les mélange à autre chose. On va voir. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, écoutez, allez voir les autres vidéos. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine, c'est sûrement un vlogmas. Et puis après, il y aura les bilans, le point de lecture de décembre et les bilans, bien sûr, de fin d'année. Bilan, livre, ciné, film, et donc le point livresque de l'année complète. Voilà. Donc si ça vous plaît, restez sur la chaîne. Mettez des petits pouces. Il y a des gens qui m'ont dit, il faut me dire à la fin qu'il faut mettre les petits pouces et les abonnés parce que les gens ils y pensent pas. Vous y pensez pas? Qu'est-ce que vous faites? Pensez à quoi? Au Papa Noël. C'est ça. J'ai une concurrence. J'ai la concurrence du Papa Noël. Remarquez, j'ai des concurrences de jolis garçons du Papa Noël, je suis pas dans la merde. Même Bruiké, il est beau. Et même Hux, il est beau. Ouais, bon, voilà, je suis un bien. Bon, voilà, tant pis. Au revoir, Lisa.